Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions à propos de comment optimiser sa performance au maximum pour les Open de CrossFit 2024. Open qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, arrive très vite. On va par exemple aborder comment optimiser son alimentation, faut-il faire une recharge glucidique ou non par exemple, comment s'hydrater, comment avoir suffisamment d'énergie tout en gardant une bonne digestion durant les épreuves. On verra également quoi mettre en place pour sa récupération, mais également comment éviter de tomber malade entre les épreuves. Je vous donne mes meilleures astuces naturelles en fin de vidéo. Alors, on est parti avec la partie alimentation et digestion. Donc pour commencer, ce serait mentir de dire qu'au dernier moment, avant une compétition, on peut sauver les performances grâce à l'alimentation si jamais de manière régulière à l'année, vous avez une alimentation qui est déséquilibrée en macronutriments, qui est carencée en micronutriments. En revanche, si au contraire vous avez une alimentation qui est plutôt équilibrée et voilà, vous avez déjà une bonne base au niveau de l'alimentation et une digestion qui est également de qualité, on va pouvoir optimiser les performances en mettant des choses en place juste avant la compétition, donc juste avant l'épreuve, juste après l'épreuve, pas pendant, étant donné que ce sont des épreuves qui sont courtes pour les Open, donc il n'y a pas de nécessité de s'alimenter pendant les épreuves. Alors la première question à laquelle on va répondre, c'est faut-il faire une recharge glucidique? Donc c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. On va redéfinir un petit peu ce que c'est. Une recharge glucidique, ça va être le fait d'augmenter quelques jours avant la compétition, donc généralement 3 à 4 jours, la proportion de glucides dans l'alimentation. Donc ça va pas être une surcharge calorique en glucides, ça va simplement être d'augmenter la proportion de glucides, donc par exemple de passer de 50 à 60% de glucides dans l'alimentation quelques jours avant. Quel est l'intérêt de faire ça? Ça va être d'augmenter les réserves musculaires et hépatiques en glycogène. Le glycogène, c'est la monnaie, c'est la façon dont le corps va stocker les glucides dans l'organisme, donc à la fois au sein du foie et au sein directement des muscles. Et ce glycogène, ça va être le substrat, le carburant préféré du muscle dans des efforts qui vont être soit longs, donc supérieurs à 2 heures, soit intenses. C'est quelque chose qui va être très intéressant à mettre en place dans les sports d'endurance et plus précisément les sports d'ultra-endurance. Est-ce que là, ça va avoir un intérêt à mettre en place avant une épreuve des Open? Bien non, pas forcément, dans le sens où ce n'est pas une épreuve longue supérieure à 2 heures. En général, c'est en moyenne au maximum une vingtaine de minutes. Et deuxièmement, oui, bien sûr, c'est une épreuve qui va être intense, mais pas suffisamment pour que la déplétion des réserves en glycogène soit un facteur limitant à partir du moment, encore une fois, où vous avez une alimentation qui, sur du long terme et qui, au quotidien, est équilibrée en macronutriments. Et j'entends par là, dans ce cas-là, suffisant en termes d'apport glucidique. Pour résumer, veillez à avoir une alimentation qui est suffisamment riche en glucides au quotidien. Augmentez pourquoi pas légèrement vos apports glucidiques la veille de l'épreuve, mais il n'y a pas forcément besoin de mettre en place une vraie recharge glucidique pendant 3 jours avant l'épreuve, d'autant plus si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, parce qu'il faut bien se dire que ça va quand même demander un travail d'adaptation de la part de l'organisme, un travail de conversion au niveau du foie pour stocker justement ce glycogène. Donc si vous ne l'avez jamais fait avant et que vous ne savez pas comment votre corps réagit, non seulement ça ne fera pas une énorme différence, voire pas de différence du tout sur votre compétition, sur votre épreuve, mais en plus ça peut même vous faire défaut si c'est la première fois que vous le mettez en place. Alors, toujours avant l'épreuve, je vous conseille d'une part d'éloigner votre dernier repas consistant d'au moins 2 heures de l'épreuve des Open et deuxièmement de diminuer un petit peu la teneur en fibres de votre dernier repas. Donc ces conseils ne vont pas avoir le même impact chez tout le monde et la durée pourra varier si globalement vous avez plutôt un bon potentiel de digestion, donc une digestion qui est efficace, qui ne vous coûte pas une énergie monstrueuse, que vous n'avez pas besoin de faire une sieste systématiquement après le repas. Vous pouvez vous permettre de laisser 2 heures, voire un peu moins entre le dernier repas consistant et l'épreuve sportive, et puis ça aura moins d'impact sur vous que quelqu'un qui a un petit potentiel de digestion. Il y a une digestion qui est généralement fatigante et qui est plus longue. Donc dans ce cas-là, je vous conseille même d'étendre à au moins 3 heures. De toute façon, le fait d'apporter un repas consistant plus proche de l'épreuve n'apportera absolument rien en termes de performance. C'est des épreuves, comme on l'a dit, qui ne sont pas spécialement longues, donc le fait de manger un gros repas plus proche, ça va juste recruter l'énergie au niveau du système digestif, alors que nous, on veut que l'énergie soit principalement au niveau des muscles, de la pompe cardiovasculaire et du cerveau au cours de l'épreuve. Le conseil par rapport aux fibres, ça va pas tant être par rapport à l'énergie digestive, mais plutôt par rapport aux inconforts digestifs qui peuvent survenir lorsqu'on a un repas riche en fibres dans l'intestin et qu'on entreprend une épreuve sportive, parce que du coup, encore une fois, le sang qui normalement stagne à 80% au niveau du plancher pelvien, au niveau des viscères, va être dirigé vers les muscles et ça peut entraîner non seulement des crampes, des inconforts, mais également des troubles du transit, comme généralement des diarrhées dont on veut bien se passer au cours d'une épreuve comme celle-ci. La dernière chose qui peut vraiment vous faire défaut avant l'épreuve, ça va être de consommer une collation à index glycémique élevé, donc généralement quelque chose de sucré ou du moins quelque chose qui va faire monter
votre taux de sucre de manière rapide et brutale dans le sang. Ça va avoir une double conséquence. La première, c'est donc que vous allez avoir une hyperglycémie premièrement, qui va entraîner une sécrétion importante d'insuline, qui d'une part va coûter de l'énergie à l'organisme et qui va induire une hypoglycémie réactionnelle, donc une chute brutale également du taux de sucre dans le sang qui peut arriver donc à peu près au moment de l'épreuve si vous mangez cette collation sucrée une heure, une demi-heure avant l'épreuve, et donc c'est tout ce qu'on veut éviter. La deuxième conséquence de ça, c'est qu'on va avoir une baisse des niveaux de cortisol. Donc le cortisol, vous en avez déjà certainement entendu parler, c'est plutôt une hormone qui est produite un petit peu de manière excessive aujourd'hui dans notre société, où on est beaucoup exposé au stress chronique. Mais pour le coup, avant une épreuve sportive, on a besoin de ces hormones du stress pour être réactif, pour avoir du nerveux habituellement comme on dit. Donc le cortisol étant hyperglycémiant, si on entraîne une hyperglycémie de par la consommation de cette collation, le corps va faire baisser ses niveaux de cortisol, donc baisser le niveau d'hormones du stress qui fait que vous serez moins réactif pour l'épreuve, et encore une fois, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Sans parler du fait que cette collation sucrée juste avant l'épreuve ne vous apportera encore une fois pas de bénéfice, ne vous apportera rien de spécial si jamais vous avez une alimentation qui est déjà équilibrée et suffisamment riche en glucides au quotidien. Pour le reste, en dehors de ces conseils, donc d'éventuellement diminuer un petit peu la quantité de fibres du dernier repas, augmenter légèrement la quantité de la proportion du moins de glucides la veille de la compétition, pour le reste, mangez simplement comme vous avez l'habitude de faire, les choses que vous avez l'habitude de consommer. En revanche, ce qui va être super intéressant après l'épreuve et important, surtout si vous avez prévu de refaire l'épreuve des Open dans une fenêtre de 2 à 3 jours, ça va être de soutenir l'organisme dans la manière dont il va refaire ses stocks de glycogène. Pour ça, donc pour aider les stocks de glycogène à se refaire le mieux possible et le plus vite possible, tout simplement vous allez améliorer votre récupération en termes de substrat disponible pour fabriquer l'énergie au sein du muscle. Ça va être d'apporter des glucides à index glycémique élevé après l'épreuve. Alors vous allez vous dire, premièrement, elle nous dit de ne pas manger à un index glycémique élevé parce que ça va entraîner une hypoglycémie, et deuxièmement de ne pas manger après l'épreuve parce que ça va demander de l'énergie au niveau digestif. Alors concernant l'hypoglycémie, en post-épreuve comme ça, vous allez avoir des niveaux d'hormones du stress qui vont être vraiment hauts, qui vont contrebalancer à 80-90% les variations d'insuline. En fait, ça va bloquer la sécrétion d'insuline, ce qui fait que vous n'allez pas avoir cette hyperglycémie, cette hypoglycémie réactionnelle ensuite. Donc ça va vraiment lisser, ça va pas entraîner de pic hyperglycémique. Par contre, ça va vraiment permettre de reconstituer les stocks de glycogène. Et concernant le coût de digestion, eh bien effectivement, on va éviter, comme je vous le disais juste avant, d'apporter un repas consistant. En revanche, on pourra apporter une boisson qui est riche en glucides, ou éventuellement une compote, mais quelque chose, vous l'aurez compris, qui ne va pas demander un travail digestif particulièrement important, mais qui va simplement permettre d'apporter des glucides de manière rapide pour reconstituer des stocks de glycogène de manière efficace. En ce qui concerne l'hydratation, c'est pareil, c'est quelque chose qui va se faire au long terme. Ce n'est pas la veille ou le jour de la compétition qu'on va optimiser à 100% son hydratation, d'autant plus que si vous êtes en France actuellement, c'est l'hiver, donc vous n'allez pas avoir des chaleurs excessives, une transpiration excessive, donc une déplétion minérale excessive. Buvez simplement, premièrement à votre soif, mais en visant quand même un minimum de 1,5 litre par jour. Donc trop boire, ce n'est pas une bonne chose non plus, on peut se retrouver en hyponatrémie, et puis au niveau digestif, ce n'est pas idéal d'une part, et d'autre part, ça n'a pas d'intérêt, c'est toujours une question d'équilibre. Hydratez-vous donc suffisamment, et de préférence en dehors des repas pour ne pas perturber la digestion, noyer le bol alimentaire et compliquer la digestion au niveau de l'estomac, et évitez de boire pendant l'épreuve. Le fait de boire pendant l'épreuve, évidemment, sauf si c'est une épreuve qui est vraiment longue, ou voilà, si vous avez besoin de boire une fois, mais le fait de boire pendant l'épreuve de manière générale va avoir tendance à refroidir l'organisme et à calmer un petit peu le système nerveux. C'est un réflexe que vous pouvez d'ailleurs avoir naturellement de manière répétée au cours de l'épreuve parce que le corps est fait pour survivre. Donc le fait d'être exposé à un stress comme ça intense, lui, va chercher plein de moyens pour essayer de faire redescendre un petit peu ce niveau de stress. Sauf que dans le cadre d'une épreuve sportive, c'est ce qu'on veut volontairement, de s'exposer à ce stress et de repousser un peu les limites. En fait, le fait de boire de l'eau va, comme je vous disais, refroidir l'organisme et vous donner le sentiment que cette épreuve est du coup encore plus difficile que ce qu'elle n'aurait été en termes de ressenti si vous n'aviez pas bu forcément pendant l'épreuve de l'eau froide par exemple. Donc hydratez-vous de manière régulière en amont, buvez bien sûr après l'épreuve, buvez de manière générale plutôt en dehors des repas, mais en dehors de ça, l'hydratation c'est vraiment quelque chose qui va se préparer dans le cadre de ce type d'épreuve de manière régulière, de manière quotidienne, donc en écoutant sa soif, mais tout en visant un minimum de 1,5 litre par jour si vous êtes quelqu'un qui a peu de sensation de soif ou qui de manière générale n'a pas soif. Alors la première chose à garder en tête pour moi quand on parle de récupération, c'est de se rappeler qu'au final c'est votre corps qui répare. C'est votre corps qui récupère, et nous tout ce qu'on peut faire c'est de le mettre dans les meilleures conditions possibles
pour qu'il puisse effectuer son travail. Et la première chose pour ça, ça va être bien sûr le sommeil. Imaginez par exemple que vous ayez un dossier à rendre, un dossier qui nécessite 8 heures de travail pour être bien fait. Si vous disposez de 8 heures, il sera forcément mieux fait que si vous avez un dossier donc, qui nécessite 8 heures, mais que vous disposez seulement de 6 heures pour le terminer, ou que vous travaillez dans des conditions qui sont hyper bruyantes, hyper désagréables pour réaliser ce dossier par rapport à des conditions qui sont optimales, pas de bruit, de l'air, de l'eau, etc. Donc ça va être le même parallèle avec le sommeil. En fait, si vous laissez 8 heures de sommeil de qualité, on aura forcément une récupération qui sera bien meilleure que si vous avez un sommeil de 5-6 heures ou un sommeil qui est de mauvaise qualité pour différentes raisons. Donc quelques rappels pour optimiser son sommeil, on va chercher à avoir un repas du soir qui est relativement léger, particulièrement en protéines. On va éviter l'excès de protéines le soir. Donc je vous encourage à essayer d'éviter la viande le soir dans ce contexte. Encore une fois, ce conseil n'aura pas le même impact sur tout le monde suivant votre potentiel de digestion, mais de manière générale, c'est quand même quelque chose qui va vraiment aider à améliorer votre sommeil. Je vous recommande également de diminuer les écrans le soir avant de dormir. Et puis dans ce contexte-là, post-épreuve où on a eu des niveaux d'hormones du stress qui sont particulièrement hauts, ça aura vraiment un intérêt d'essayer de faire redescendre le système nerveux le soir avant de dormir. Alors justement, on y vient. De manière générale, deuxième rappel, la récupération va s'effectuer lorsque le corps active la branche parasympathique du système nerveux autonome et on a quelques techniques pour ça pour l'aider à activer cette branche du système nerveux. La première chose que vous pouvez faire en post-épreuve quasiment immédiat ou un petit peu après l'épreuve, ça va être de bouger tout simplement. Donc d'aller marcher, de vous mettre sur un vélo éventuellement et de pédaler vraiment tranquillement. Le but c'est vraiment de rester en zone 1, en zone 2 et même sans conscientiser ça, simplement de bouger, ça va aider, de bouger en douceur j'entends, ça va aider les hormones du stress à redescendre et donc c'est vraiment ce qu'on veut, diminuer les hormones du stress pour que la récupération puisse se faire et placer le corps en mode entre guillemets parasympathique. On va également avoir les techniques de respiration qui sont un peu scolaires mais qui, d'un point de vue physiologique, sont probablement les plus efficaces pour prendre la main sur le système nerveux. Pour rappel, le diaphragme est le muscle inspiratoire principal, un muscle inspiratoire essentiel et vital qui va avoir une double innervation, à la fois autonome, dans le sens où vous respirez sans avoir à y penser, et à la fois volontaire, dans le sens où vous pouvez couper votre respiration. Et en fait, nous, par le biais de la respiration, on va pouvoir prendre le contrôle sur les branches du système nerveux autonome. Donc, branche parasympathique et branche sympathique. Vous avez plusieurs techniques pour ça. Vous avez des techniques qui vont équilibrer ces deux branches, donc qui vont ramener plutôt à l'équilibre sympathique et parasympathique. Ça va être le cas de la cohérence cardiaque, par exemple, ou de la respiration au carré. Vous trouverez facilement des vidéos disponibles sur Internet et plus particulièrement sur YouTube. Et ensuite, quand on va vraiment vouloir favoriser l'activation de la branche parasympathique, on va plutôt employer des techniques où on va allonger l'expiration. Donc on va généralement faire un ratio de 1 pour 2, donc on va inspirer 2 fois moins longtemps qu'on expire, on va expirer 2 fois plus longtemps que l'on inspire. Donc si vous inspirez 3 secondes, vous allez expirer 6 secondes. Il faut que ce soit un temps qui soit confortable pour vous, bien sûr, pas un temps au cours duquel vous suffoquez, sinon ça n'a aucun intérêt, ça va juste augmenter vos hormones du stress. Mais voilà, trouver un rythme qui vous convient et le fait de doubler l'expiration par rapport à l'inspiration va permettre cette activation de la branche parasympathique de l'organisme qui, une fois de plus, va favoriser la récupération. Et pour finir sur ce plan vraiment nerveux, ça va être tout simplement les activités qui vous font du bien, des activités calmes bien sûr. Ça peut être des activités créatrices si vous aimez peindre, dessiner, ça peut être la lecture, ça peut être de passer du temps avec des proches, d'aller se balader dans un endroit calme, de passer du temps dehors, tout ça, ça va aider le corps et le système nerveux à redescendre et ça va favoriser du coup une récupération optimale. Alors concernant la récupération un petit peu plus physique cette fois-ci, ce qui va être super intéressant, c'est le massage. Donc à la fois d'aller vous faire masser, donc là vous allez autant être dans le physique que dans le nerveux, ça va vraiment aider à faire redescendre les hormones du stress, mais également les automassages, donc au rouleau de massage, ça va être super intéressant en termes de récupération musculaire pour défaire un petit peu les tensions et surtout améliorer la circulation sanguine. Vous pouvez également mettre en place des étirements. Là, je dirais que c'est un petit peu plus au feeling. Si vous sentez que ça vous fait du bien, allez-y. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et dans ce cas-là, c'est pas une obligation de mettre en place des étirements. En tout cas, on n'a pas d'études qui mettent en avant des bénéfices systématiques à s'étirer. Et ça va plutôt entraîner une ischémie, donc diminuer un petit peu l'afflux sanguin de manière transitoire. Donc voilà, les étirements, si vous sentez que ça vous fait du bien, allez-y tout simplement. C'est un moment de calme, c'est un moment qui va vous faire du bien. Si jamais c'est vraiment pas quelque chose avec lequel vous sentez une différence positive, c'est selon moi en tout cas pas une obligation.
Vous pouvez également mettre en place des bains froids, donc surtout si vous avez prévu de refaire l'épreuve encore une fois dans une fenêtre de 3 jours. Le fait de faire un bain froid, ça va vraiment diminuer les processus inflammatoires, ça va diminuer du coup le phénomène de surcompensation qui mène à une progression plus importante. Mais là, ce qu'on vise, ce sera plutôt une récupération rapide, donc ça a du sens de mettre en place un bain froid, de chanter un petit peu ces processus inflammatoires et d'accélérer la récupération dans un objectif de performance à court terme. Et enfin, ne pas hésiter à diminuer un petit peu le volume d'entraînement, garder de l'intensité dans la semaine, mais diminuer globalement la charge d'entraînement, le volume. Si votre objectif est vraiment de performer aux Open, il faut accepter que c'est pas forcément une période dans laquelle on va viser une progression aussi importante qu'en dehors d'une période de compétition. Donc voilà, pour prévenir le risque de blessure, pour maximiser vos performances au niveau de l'épreuve, pensez à revoir un peu votre volume à la baisse, à mettre peut-être un petit peu plus de jours off. On arrive à la dernière section de cette vidéo qui concerne l'immunité. Pourquoi je vous parle d'immunité sur une vidéo qui concerne les épreuves des Open? Tout simplement parce qu'autour d'une épreuve sportive, et plus particulièrement après une épreuve sportive, on va avoir une baisse transitoire de la qualité de la réponse immunitaire. Donc en résumé, on est plus susceptible de tomber malade. Alors comment on fait pour éviter ça? Bien, premièrement, ça va être tout simplement de respecter tout ce dont on a parlé dans cette vidéo, donc d'avoir une alimentation équilibrée en macronutriments, suffisamment riche en micronutriments, d'avoir une digestion de qualité, donc vraiment une santé particulièrement intestinale de qualité, ça va être super important pour le système immunitaire, ça va être de respecter les temps de récupération, de respecter un sommeil de qualité, et on veillera également à avoir un temps de sommeil qui soit suffisant. En parallèle de cette base, vous allez pouvoir utiliser certaines plantes et compléments alimentaires pour booster au maximum l'immunité. La première, qui est simple à trouver, économique et très efficace, ça va être le thym que vous pouvez consommer donc soit en préventif si vous savez que vous êtes sensible surtout au niveau de la sphère ORL. Le thym va être très efficace pour ces affections-là, les affections de la sphère ORL, donc les affections bronchiques par exemple. Donc soit en préventif, soit en curatif, vous pouvez consommer une infusion par jour de thym. Vous mettez environ une cuillère à café de feuilles de thym dans de l'eau bouillante, vous couvrez le temps de l'infusion et vous buvez, ça va vous aider à booster l'immunité. Une deuxième plante que j'adore et que je vous conseille vraiment d'avoir à la maison parce que c'est très intéressant de la prendre dès que vous sentez les premiers symptômes, ça va être l'échinacée. De la même façon, c'est une plante qui est immunostimulante, donc elle va avoir une action un petit peu plus globale. Le thym va être un petit peu plus spécialisé au niveau de la sphère ORL, l'échinacée ça va être vraiment une plante immunostimulante de manière globale que j'aime bien associer ou non à de la propolis. Donc généralement je conseille soit échinacée, soit propolis, soit même un combo des deux, surtout si vous commencez à avoir des symptômes, vraiment des plantes qui vont être intéressantes à avoir sous la main au cas où parce qu'elles sont très efficaces quand elles sont prises rapidement dès les premiers symptômes. La dernière chose que j'aime bien conseiller pour stimuler l'immunité, ça va être l'huile essentielle de Ravinstara, donc on va appliquer en usage externe, attention au niveau du thorax. On va généralement diluer 1 à 2 gouttes dans 2 à 4 gouttes d'huile végétale. Faites toujours un test avec les huiles essentielles et faites attention, il y a beaucoup de précautions et de contre-indications d'emploi. Donc moi je conseille toujours de faire un test au niveau du creux du coude pour voir s'il n'y a pas une réaction allergique qui apparaît. Renseignez-vous également, l'usage des huiles essentielles n'est pas à prendre à la légère. Elles sont déconseillées aux femmes enceintes et allaitantes. Elles sont également déconseillées si vous êtes asthmatique, si vous êtes épileptique. Renseignez-vous. Demandez toujours l'avis à votre médecin si vous prenez un traitement en parallèle, si vous avez le moindre souci de santé. Mais c'est vrai que l'huile essentielle de Ravinstara, du coup plutôt en inhalation, donc en usage externe qu'on va appliquer au niveau du thorax, aura également une action immunostimulante très intéressante pour prévenir l'apparition de maladies entre deux épreuves comme au cours des Open. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura apporté des choses. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, posez-les en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite à tous d'excellents Open 2024, une très belle journée et je vous dis à très vite.